Bon matin sur France 3 Bretagne, merci à vous de nous rejoindre dans notre émission. Ensemble, c'est mieux. Nous les Français adorons jouer aux jeux de société. D'ailleurs, nous sommes les premiers en Europe. Fini le temps où cela a été ringard. Le jeu de société traverse les générations. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. On en parle dans quelques instants avec mes invités. Mais d'abord, on part retrouver Evan. Salut Evan, toi aussi tu baignes dans l'univers du jeu ce matin. D'ailleurs, tu es plutôt un bon ou un mauvais joueur ? Moi, j'avoue que je suis un peu mauvais joueur, j'aime bien gagner, mais bon, allez, on ne le dira pas. En tout cas, aujourd'hui, je vous propose une émission incroyable. On va passer la matinée avec Roberto. Il fait partie des 10-12 créateurs de jeux français à vivre de ce métier. Il est installé à Saint-Malo et dans son bureau, installé à la maison, on peut voir cette pile énorme de jeux, c'est assez incroyable. Bonjour Roberto. Bonjour. Je suis super content d'être là parce que vous allez avoir plein de choses à nous raconter. Le métier de créateur de jeux, ça fait 40 ans que vous avez commencé à 14 ans. Donc 46 ans. 46 ans. Et c'était un hobby au départ. C'était pas votre métier? Non. Qu'est-ce que vous faisiez? Eh bien, j'ai fait 12 métiers différents. Beaucoup de métiers basés un peu sur les bateaux. Marine militaire, timonier, marine marchande. J'ai même vendu des extincteurs, chauffeur-livreur. Enfin, plein de choses. Plein d'activités qui, au final, et de voyages qui ont alimenté l'imaginaire. Et la création, elle a besoin de ça. Plus on voyage, plus on a d'expérience, plus on est créatif. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Et à partir de quand est-ce que vous êtes devenu créateur de jeux et c'est devenu votre métier? Le hobby a progressé lentement. Et puis, mon dernier métier, je travaillais sur une vedette garde-côte des douanes à Saint-Malo. Pas grand-chose à voir avec la création ludique, pour le coup, le contraste était important. Et en décembre 2009, il était tout simplement possible de vivre du jeu parce que je publiais beaucoup de jeux et donc financièrement c'était possible. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé carrément de démissionner, saut sans parachute, pour vivre entièrement du jeu. Et du coup, du coup, c'est devenu votre métier, quoi. En fait, parce qu'on ne sait pas, mais un auteur de jeu, c'est un peu comme un auteur de livre. On va continuer à en parler, évidemment. Mais on va jouer quand même, on est là pour ça. Vous allez nous présenter l'un de vos nombreux jeux, ouais. Dr Eureka. Présentez-nous un peu le concept, puis après, vous nous expliquerez comment vous avez eu l'idée. D'accord. Dr Eureka, c'est qu'on est des petits chimistes. Et en fait, on a chacun 3 tubes, avec des billes dans cette position au départ. On va tirer une carte objectif. Donc c'est ça. Et très vite, donc tout le monde en même temps, on doit réaliser cet objectif en transvasant les billes de tube en tube sans les faire tomber parce que c'est censé être des molécules nucléaires ou ce qu'on veut. Non, pas nucléaire, ça va faire peur. Faut pas les toucher, quoi. Et donc, hop, tac, 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 je les mets dans l'ordre. Et là, j'ai dit Eureka. Ah oui. Ah, on a le droit de les retourner. Bien sûr. Ça, c'est malin. Ouais. Et donc, en fait, dans le jeu, il y a de la rapidité, mais il y a aussi de l'optimisation. C'est pour ça que ça plaît beaucoup aussi dans les écoles. 450 000 exemplaires bientôt de ce jeu. Oui. Comment vous avez eu l'idée? Comment est-ce qu'elle naît l'idée de jouer justement avec ces petites molécules? En fait, je ne suis pas du tout chimiste, et j'ai pas envie de l'être. Mais l'idée est venue d'une façon étrange en regardant un reportage sur une centrale nucléaire où on voyait des barres d'uranium qui rentraient dans des tubes. Et je me suis dit, ça serait marrant de faire un jeu où on transvase des barres d'uranium. Donc du coup, on a eu la bonne idée de changer de thème. Parce que pour le coup, c'était pas très fun, les barres d'uranium. On a fait un thème de chimiste. Donc les idées sont partout, en fait. Et alors, c'est marrant parce que ce jeu, il est vendu en Europe et il peut être vendu dans un autre endroit du monde. Vous vendez dans le monde entier sous une autre forme. Là, c'est le même jeu, mais dans un autre packaging. En fait, là, cette version-là, elle est vendue par un éditeur dans 80 pays dans le monde. Mais on a signé également, avec un éditeur argentin, ce jeu-là, donc qui s'appelle toujours Dr Eureka, avec un graphisme particulier. Et ce jeu-là, il est vendu, cette version, qu'en Argentine. Et la particularité, c'est que c'est produit entièrement en Argentine. Ah, super. Bon, on va continuer à parler de cet univers de jeu. On va voir aussi comment vous élaborez les premiers prototypes. Ça, ce sera dans quelques minutes. Et venez voir ici, j'ai un jeu pour vous. Ça, c'est un peu le jeu hybride, le jeu du futur. On vous en parlera dans quelques minutes. Je ne vous en dis pas plus. Allez, à tout à l'heure, Evan. On va continuer aussi à parler jeux, mais on se connecte d'abord avec un télétravailleur qui, lui, n'a pas la chance de pouvoir jouer là tout de suite maintenant. Bonjour, Erwan. Bonjour. Ça pourrait être une bonne idée, un jeu de société pour faire une pause pendant votre journée de télétravail? C'est sûr. Ça pourrait être une idée pour passer un peu de temps chez soi et s'occuper en dehors de son travail. Encore faut-il trouver le partenaire, hein. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. À distance, c'est beaucoup plus compliqué. Trêve de plaisanterie, comment ça se passe pour vous, le télétravail?
Alors pour moi, ça se passe plutôt pas mal. Je suis maintenant en télétravail depuis le 17 mars, depuis le début du premier confinement. Et depuis cette date, je n'ai cessé d'être en télétravail. Alors j'ai eu une période entre les deux périodes de confinement pendant laquelle j'ai pu retourner à hauteur de 2 jours par semaine dans mes locaux. Mais depuis le 17 mars, je suis chez moi quasiment à temps plein. Et ça vous plaît le télétravail ou bof bof? Alors, alors au début, je dois dire que j'étais un peu réticent. Je pensais qu'en étant chez moi, je serais moins concentré, que je serais peut-être tenté de faire des choses en dehors de mon travail, soit pour moi, soit des petites tâches du quotidien. Finalement, ça se passe plutôt pas mal. Je suis plutôt agréablement surpris. En fait, en étant chez moi, je me rends compte que je suis nettement plus concentré, moins dérangé qu'en étant dans un open space au travail. Et ça c'est plutôt positif. L'autre point, c'est que dans mon travail, je suis amené à interagir beaucoup avec des personnes, à être en réunion, à être en présence de personnes, et je suis quelqu'un qui communique beaucoup. Et ça, j'avais peur de le perdre, mais finalement, avec les outils assez puissants dont on dispose maintenant pour échanger à distance, ça se passe plutôt bien. On fait des réunions à distance, des visios, on a des canaux de discussion, et ça, c'est plutôt très efficace. Donc vous seriez prêt à repartir sur du 100% télétravail après le Covid ou quand même le bureau c'est quand même chouette? Alors, je pense pas rester à 100% télétravail au-delà du Covid parce que on a toujours besoin d'avoir des moments d'échange en présence de personnes et c'est toujours bon pour créer du lien. Pour autant, je pense que et notre employeur et notre direction évoluent beaucoup dans ce sens-là. Je pense qu'on conservera une part de notre travail en télétravail et que maintenant que les personnes sont habituées, je pense que c'est un peu intégré et rentré dans notre façon de travailler. Et je pense que finalement, on va y être un peu attaché dans le futur. Ça va bouger les lignes dans le futur. Merci beaucoup Erwan d'avoir été avec nous. Eh bien nous, on replonge dans nos jeux de société. Vous allez le voir, c'est une vraie passion française. Regardez. Si on se faisait un jeu de société ce soir plutôt qu'un film? Bonne idée! Les jeux de société connaissent depuis plusieurs années un véritable engouement en France. Premier marché en Europe. Il se vend dans notre pays un jeu de société toutes les secondes et le secteur pèse près de 600 millions d'euros. Et si vous en avez assez du Monopoly, du Trivial Pursuit ou du Scrabble, avec 1000 nouveautés chaque année, pas de souci, le jeu de société déborde de créativité. Le premier confinement avait déjà bien dopé les ventes sur Internet au printemps dernier. Tout laisse à penser que les Français vont continuer de s'adonner au jeu avec ce second confinement. Car le jeu de société est non seulement un divertissement qui permet de se détendre, mais il offre aussi une occasion de retrouver un plaisir collectif et convivial. C'est un moment de partage qu'on déguste en famille, avec les enfants, en couple, voire entre colocataires. Qui dit jeu de société, dit jeu en société. Bref, ensemble, c'est le jeu. Et nos invités ce matin, Vianney Van Lemputen, vous êtes le responsable du magasin Terre de Jeux à Rennes. Christophe Freinet, vous avez fondé l'association des créateurs fabricants de jouets français. Et enfin, Yolande Delabine, tout à l'heure, vous nous raconterez une belle histoire solidaire. Il sera question de gentillesse. Alors, on va commencer avec ce chiffre. 23 millions de boîtes de jeux ont été vendues en France en 2019. C'est énorme. Quels sont les jeux que vous vendez le plus, Vianney ? Nous, à la boutique, ça va être des jeux... surtout des jeux très accessibles que les gens peuvent justement acquérir très vite. En termes de règles, j'entends. La plus grosse vente qu'on a aujourd'hui, c'est le jeu The Mind, qui a été As d'or jeu de l'année en 2019. C'est un jeu avec des règles super simples, qui est un jeu coopératif où les gens doivent essayer de coopérer et de réussir ensemble l'objectif du jeu, mais sans aucune communication. Un enjeu assez particulier et qui est brillant. C'est un bijou ludique, ce jeu-là. Donc ça, c'est la plus grosse vente qu'on a. Après, il y a des choses qui vont se retrouver, je pense, globalement en France. Seven Wonders Duel en jeu à deux, qui a fait beaucoup parler de lui cette dernière année aussi, avec le confinement, qui a réduit le nombre de joueurs. Codenames, qui est toujours un énorme best-seller dans les jeux de société. Et les jeux de société ont fonctionné pendant le confinement aussi. On voit que la courbe, elle ne fait qu'augmenter... dans ce secteur-là. Ouais. Nous, on a eu beaucoup de gens qui ont redécouvert le jeu. Alors, est-ce que c'est parce que pendant le confinement, ils avaient un vieux Monopoly dans leur armoire et qu'ils se sont dit, bah tiens, je vais aller chercher du Monopoly dans mon armoire. Et en fait, ils se sont dit, bah tiens, en fait, ça me plaît moins ou j'aimerais découvrir autre chose. Ou voilà. Et du coup, c'est vrai qu'ils se sont tournés vers nous pour se dire, bah tiens, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Et on a vu pas mal de gens qui sont revenus comme ça rien que chez nous. Et je sais que globalement, chez mes confrères, c'est le cas aussi. C'est des échos qu'on s'est Alors, Christophe Freinet, vous êtes sur le secteur plutôt du jouet. Qu'est-ce qui marche pour vous en tant que gérant de Jouets Cabois ?
Je crois que c'est un peu un mélange des deux. D'abord, il y a un retour au jeu dû au confinement et depuis un certain nombre d'années, le jeu s'est élargi de la cible enfant en passant par les parents, voire les grands-parents, et que c'est intergénérationnel et que l'acte de jouer est essentiel. Alors nous, on travaille énormément dans les écoles, à peu près sur tout le territoire et un petit peu dans les dom-toms. On a édité des livres qui accompagnent à jouer, c'est apprendre en s'amusant ou s'amuser en apprenant. C'est toujours le doux équilibre à essayer de trouver. Et on s'aperçoit que les jeux de société ont fait leur réapparition sur des jeux simples, avec des règles très faciles à comprendre, dont l'acte premier est d'être un acte social. D'accord. Et qu'en est-il des historiques, je pense au Monopoly, au Scrabble, au Uno, c'est démodé ou quand même ça reste des incontournables, Vianney? Je suis la génération Uno, donc ne me dites pas que c'est ringard. C'est toujours dur pour moi de répondre à cette question-là, parce que c'est avant tout des grands groupes qui travaillent ces marques-là, et donc c'est pas trop chez les indépendants ou peu. On a beaucoup de mal à se procurer ces produits de manière efficace. Puis il y a une grosse concurrence de la grande distribution, mais je crois du coup que ces produits-là continuent très 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 bien se porter, puisque je crois que les chiffres de vente sont excellents, mais chez nous, ça se vend pas du tout. Du tout, d'accord. Déjà parce que nous, on n'a pas envie de faire la promotion de ça, parce que justement, il y a des choses nouvelles, différentes, et que c'est un milieu culturel riche, et donc ce serait dommage de se baser que sur les vieux trucs, quoi. Alors, petite question maintenant, quels sont vos jeux préférés? Yolande, je vous vois rigoler là. Est-ce que vous avez un jeu que vous adorez Alors moi, j'ai évidemment adoré le Monopoly. Moi aussi. Moi aussi, je suis dans le même bateau. J'ai tellement ri. Mais moi, justement, je fais partie de la génération qui n'a pas tellement joué, en fait. Donc, ce sont mes enfants qui me mettent au jeu. Et j'avoue que c'est très drôle. D'accord. Oui, ça, j'avoue que... Mais je vous parlais tout à l'heure du Time's Up, mais ça, il n'y a pas de jeu derrière. Hein, et je trouve que c'est socialement formidable de jouer. Parce qu'on va parler de gentillesse tout à l'heure, justement. Je pense que ça véhicule des vraies valeurs de partage, de gentillesse, de solidarité. Et voilà une tendance qui est vraiment sympathique et qu'il faut pousser. Donc je suis ravie qu'on en parle. Je reviens sur ma petite question piège. Vianney, c'est quoi votre jeu préféré? Ça c'est on avait dit que c'était une question piège, du coup c'est bien de la poser. Je peux répondre Time's Up parce que ça fait 10 ans que je dis ça, et Time's Up, moi c'est un de mes jeux favoris, c'est un jeu duquel j'ai fait un nombre de parties incalculable, et après si je veux aller taper dans le truc un peu plus underground, ce serait Battlestar Galactica, un jeu de plateau qui est adapté d'une série. Qui en gros est dans le même univers un peu que Blade Runner, avec des trucs chelous qui se passent autour de la table. Ça fait freiner le top one. Je vais être un petit peu comme Yolande, entre deux générations, on va dire. Moi, je serais plutôt sur le risque, sur lequel j'ai fait des parties interminables pendant des années. Et voilà, et on a énormément ri. C'était un jeu de plein de surprises, quoi. C'est merveilleux. Hein. Je vous propose maintenant. Alors, ah oui, moi c'est le loup-garou. Le loup-garou, jeu de rôle, j'adore ce jeu. Je pourrais en faire des parties et des parties sans me lasser. On va écouter maintenant ce témoignage d'Alexia qui adore aussi jouer. Bonjour, je m'appelle Alexia et j'aime beaucoup jouer aux jeux de société, que ce soit avec ma famille ou avec mes amis. Moi, par exemple, j'aime beaucoup me creuser les méninges sur un jeu afin d'élaborer la meilleure stratégie pour vaincre mon adversaire. Mais j'aime tout autant rigoler avec mes amis autour d'un jeu d'ambiance ou même réfléchir ensemble sur un escape game. Et vous, qu'est-ce que vous aimez dans les jeux de société? Yanné, qu'est-ce que vous aimez dans le jeu de société? La réponse va peut-être paraître bizarre, mais moi c'est pas les jeux qui m'intéressent, c'est les gens. Moi je joue pour passer un bon moment avec des gens, et il se trouve que ça passe par le prisme d'un jeu, mais ça pourrait être le prisme d'un verre ou d'une bonne discussion. Moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est de se retrouver autour de quelque chose, d'être fédérateur et de partager, quoi. Christophe Freinet, qu'est-ce que vous aimez personnellement dans le jeu? Je crois que c'est Vianney a tout dit, c'est le partage en fait. Le jeu est un fil conducteur pour pouvoir partager avec des gens, c'est social. Ouais. Alors l'offre de jeux est infinie et variée. Comment vous choisissez vos jeux, Vianney? Ça doit être hyper compliqué vu l'offre, les tendances. Ouais, ça l'est de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de sorties. Nous, on a toujours voulu faire la promotion du jeu en tant qu'objet culturel et donc essayer de faire une offre la plus large possible pour dire regardez, il y a tout ça. C'est vrai que là, on arrive à un stade où il y a de plus en plus de nouveautés chaque année, donc il faut faire un tri. Le tri, il est arbitraire, il est subjectif, c'est de l'expérience parce que ça fait moi 10 ans que je joue, donc 10 ans que je connais les jeux et que je lis des règles de jeux qui sortent pas que en France. Donc j'essaye de sélectionner ce qui est original, ce que je suppose bien et ce que je suppose bien se vendre sur ces 3 critères-là, et après je fais ma popote maison.
Mais c'est très subjectif, je passe à côté de trucs des fois. Ouais. Mais... D'accord. Et vous, sur le secteur du jouet, Christophe René, vous avez décidé de vous fédérer en association. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? À la base, nous, on conçoit, on fabrique et on commercialise des jouets en bois, donc c'est un segment du marché. Et on s'est aperçu qu'en sur le territoire, il y a quand même pas mal de savoir-faire. Il faut savoir que historiquement, la France est très forte, très novatrice en termes de création de jeux et de jouets. Donc on a essayé de rassembler ce petit monde sous une association qui s'appelle Jouets Français, l'association des créateurs fabricants de jouets français, qui représente à peu près 60 industriels ou petits, ou créateurs d'ailleurs, aujourd'hui de toute taille, hein, ça va de mécanos en passant par des moyens comme nous, des plus petits qui sont juste créateurs, et on développe des actions auprès de nos clients, que ce soit les écoles, que ce soit la grande distribution, le net, etc., où on ouvre des boutiques jouets français ou des corners en magasin, et on essaie d'accompagner sur le fait que on a de la créativité, on a du bon jeu, et ben faut se démarquer, et le fait de mettre ce label fabrication française, alors pour nous en plus produit en Bretagne, et ben ça permet d'avoir un peu plus de crédibilité et de montrer que cette richesse, comme l'a expliqué tout à l'heure votre intervenant qui fait des jeux adaptés à des pays mais d'origine française, c'est extraordinaire, quoi. Et ça, on en a des exemples. Moi, toutes les semaines, je reçois des créateurs, des mails de créateurs qui veulent sortir un jeu. Alors après, lequel vendre, comment, lequel va trouver attache auprès d'un public, c'est plus compliqué, mais il y a vraiment de la créativité. Oui. Yannis, c'est important ça aussi de reconnaître ce savoir-faire français, notamment aussi dans les jeux de société, les créateurs... Ouais, ils sont peu nombreux. Je crois qu'il y a très peu d'industriels du jeu de société. Moi, je parle que je connais, hein, le jouet je connais pas. Le jeu de société, je crois qu'il y a très peu de gens en fait qui font fabriquer en France. Et effectivement, je sais que moi, à ma petite échelle, on essaye d'en parler au magasin et de sensibiliser à ça. Après, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font en Chine parce que le coût, quoi. Tout est lié au coût, je pense. Enfin, moi, je prends des exemples comme BioViva, par exemple, qui est sur un de nos adhérents, qui est dans la région de Montpellier. Il fabrique tout en France aujourd'hui avec une rigueur, et son produit est forcément plus cher parce que mettre de l'encre ou faire des emballages avec la partie manuelle peut être un peu plus cher. Mais au bout du bout, il a réussi à convaincre le consommateur. Après, la grosse difficulté dans la distribution classique du jouet, c'est quand vous avez 7 km de rayon, si vous les mettez en linéaire, lequel choisir, et qu'un jeu nécessite un peu de conseils, et plus il va être élaboré, plus on va avoir besoin de conseils. Ouais. Alors j'aimerais maintenant qu'on écoute cette question de Julie. Bonjour. Les jeux de société, ça a toujours fait partie de notre vie. Je pense que c'est un bon outil pour les enfants, pour développer aussi bien des notions de mathématiques que de langage. Voilà, maintenant je souhaiterais savoir s'il faut vraiment se fier à l'âge qui est indiqué sur la boîte ou non. Merci. Merci Julie pour cette question. Est-ce qu'il faut se fier à l'âge indiqué sur une boîte, Vianney ? Non, il faut se fier à des ludicaires, à des gens qui vont te dire si c'est adapté ou pas en fonction de toi, de tes enfants. Ça, c'est la première réponse que j'aurais parce qu'on est tous différents. J'ai des enfants dans mon entourage qui ont de très bas âge et qui arrivent à jouer à des jeux beaucoup plus compliqués que ce qu'ils devraient parce qu'ils ont la culture ludique et parce qu'ils ont l'habitude de jouer. Et à l'inverse, j'ai aussi dans mon entourage des enfants qui ne sont pas du tout joueurs et qui du coup ont 8 ans et devraient être capables de jouer à ce jeu pour 6 ans. Mais ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas l'habitude et puis du coup pas forcément l'envie. Donc il faut aller voir des ludicaires et leur demander. Et à partir de quel âge le jeu de société devient intéressant pour un enfant ? C'est une question qui revient beaucoup. Alors intéressant, je sais pas. Encore une fois, ça dépend des enfants. En tout cas, les jeux de société sont accessibles dès 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. Le premier jeu à règles, on dit que ça se fait dès 2 ans. C'est des jeux excessivement simples où c'est une règle, c'est genre jeter un dé, appliquer le résultat de ce dé. Voilà. Et ça, c'est à partir de 2 ans. Alors dans le jeu de société, il y a le mot société. Trouvez-vous dommage qu'il ne soit pas considéré comme un besoin essentiel, un commerce essentiel Voilà. Fausse question, j'imagine, mais j'aimerais bien entendre votre avis là-dessus. On s'aperçoit que le côté ludique est très très important, que c'est un échange aussi intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on a une fracture à ce niveau-là dans nos sociétés actuelles, d'avoir des grands-parents, voire des grands-parents qui jouent avec des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, c'est important. Et le fait d'aller se rendre dans un magasin pour être conseillé comme terre de jeu, c'est ça, Vianney, par quelqu'un qui maîtrise son produit, est absolument essentiel aujourd'hui. Parce que, comme disait la question de votre auditrice, on a
voilà, nous on a des obligations légales, c'est-à-dire que l'obligation légale c'est moins de 3 ans, voilà, etc., ou plus de 3 ans. Ceci étant, ça ne retrace pas. On a un jeu qui cartonne en ce moment, qui est le jeu du Palais Breton. Moi, j'ai les normes à partir de 3 ans, mais je ne mettrai pas ça à un enfant de 3 ans dans les mains. Il y a un élément important, c'est que c'est enfin quelque chose qui nous éloigne des écrans. Les fameux écrans sur lesquels toutes les générations aujourd'hui sont quand même en permanence. Je trouve formidable que le jeu de société revienne et que ça nous empêche de passer la journée devant une télé ou un ordinateur. Yann, pour vous, c'est un besoin essentiel ? Moi, c'est une question beaucoup trop compliquée pour que je puisse y répondre. Je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de faire attention à tout le monde et de faire attention à sa santé. Et je crois que jouer, c'est bien, mais c'est pas le propos du moment. D'accord. Et quels sont vos coups de cœur pour terminer, Vianney Quels sont les jeux que vous conseillez? J'ai ramené 3 jeux, du coup, qui sont sortis cette année, en 2020. Je commence par Dragomino. Pour moi, c'est un vrai jeu dit familial. Du coup, ça se joue à partir de 5 ans. Donc, on est vraiment sur un jeu... Alors ça, c'est encore une fois estampillé sur la boîte, hein, comme je disais tout à l'heure, ça va dépendre des enfants, mais c'est un ordre d'idée. Ça revisite les dominos d'une manière assez mignonne et assez sympathique. On va essayer d'élever des petits dragons dans un parc pour leur faire pondre des œufs. C'est génial, c'est une initiation à la tactique et à la stratégie tout en douceur, et c'est en même temps intéressant pour les parents, c'est super bien. Il y a eu Cosmopolite, sorti cette année. On parlait de jeux éco-conçus, on parlait de jeux faits en France, c'est le cas, c'est Jeux au plat, un éditeur qui fait ça, et qui fait ça bien. C'est un vrai jeu qui est un objet culturel, travaillé avec l'Université de Lyon, qui fait l'apanage de la langue dans le monde. C'est merveilleux, c'est un objet fabuleux. Franchement, allez-y, foncez, c'est drôle, et ça se joue en très peu de temps. Et top 10 en 15 secondes. Top 10 en 15 secondes, c'est le meilleur jeu de l'année, c'est beaucoup trop rigolo, c'est fait pour se fendre la gueule entre amis. Voilà. Super bien vendu. Christophe René, vous nous avez amené 2 jeux en 10 secondes, là, c'est encore pire. Mekaboa, jouer Kaboa, avec les livres qui vont avec, pour les enfants de 3 ans à 77 ans. Ok, merci beaucoup à tous les 2 de nous avoir présenté assez rapidement vos jeux. Exercice parfait. En parlant de coup de cœur, on prend la direction de Saint-Malo, où Evan s'est rendu ce matin. D'ailleurs, Evan, c'est quoi ton jeu préféré ? Il y en a 150 des jeux ici, c'est tous mes préférés, mais surtout moi je rêve de faire votre métier, Roberto, créateur de jeux de société, c'est quand même super. Expliquez-nous comment vous trouvez autant d'inspiration. L'inspiration, elle arrive tous les jours dans des situations différentes. C'est simple, par exemple, celui-là, Spinderella, l'idée est venue en voyant une araignée descendre du plafond, et je me suis dit, comment recréer ça dans un jeu ? Voilà. Il y en a qui peuvent avoir peur, vous créez un jeu. Docteur Panique, l'idée est venue dans une situation un peu périlleuse, alors que je travaillais encore sur une vedette garde-côte des douanes, j'ai eu un accident. Je me suis cassé la jambe et en rentrant au bloc opératoire, j'ai eu l'idée de faire un jeu sur le bloc opératoire. Il y a toujours du positif, même dans les choses les plus négatives. Il y a aussi beaucoup de voyages. Les voyages également sont source d'inspiration. Tout ce qu'on fait dans la vie, même peut-être qu'aujourd'hui, de vous voir, ça va me donner l'idée d'un jeu. Vous allez créer un jeu sur la télévision. Tout à fait, pourquoi pas. Si on peut vous avoir inspiré, c'est déjà pas mal. Alors on va s'installer à la table et on va aussi aller à votre rencontre. Florence, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'épouse de Roberto, vous êtes aussi sa première testeuse et puis critique. Enfin, vous allez nous expliquer un petit peu votre rôle. J'aimerais qu'on parle du prototype, comment vous créez un jeu. C'est assez intéressant. Ici, on a mis le même jeu. Donc ça, c'est la version que vous avez fait vous-même. Et celle-ci, c'est celle qui a été éditée. Ouais. Expliquez-nous un petit peu les premières étapes de création d'un jeu. En fait, d'abord, il y a l'idée. Là, d'où elle vient ? Là, l'idée, elle est venue d'un reportage à la télé sur le volcan Krakatoa, en Indonésie. Vous voyez, la télé vous inspire déjà. Ouais. Mais moins souvent quand même. Et du coup, dans ma tête, je me dis comment on pourrait recréer l'événement naturel d'un volcan, d'une éruption. Je veux le recréer de la façon la plus fidèle possible. Donc je me suis dit, forcément, il faut qu'il y ait un plateau en relief pour montrer le relief pour que la lave descende. Je ne verrai pas ça à plat. Il faut qu'il y ait un volcan au milieu, c'est logique. Il faut que le volcan, ça projette des scories. Donc il faut que le volcan, il puisse catapulter quelque chose. Et donc là, c'est un volcan catapulte. Donc dans votre atelier ici, vous avez carrément une imprimante 3D pour réaliser ces petits prototypes. Et puis quand on voit sur la version finale, je me permets... Allez. Pouf. Trop fan. Touché. D'accord, donc c'est vraiment comme ça que vous commencez. Et puis alors, Florence, vous, c'est quoi votre rôle ? Est-ce que le soir, Roberto, il vous présente son prototype et il vous demande de jouer avec lui ? Tout à fait, on joue et puis on va dire que je suis un peu le joueur lambda et donc je donne mes critiques. Et on va dire que ça rebondit, les idées, oui, ça c'est mieux ou pas, parce que je vais avec Roberto depuis plusieurs années voir les éditeurs. Sur des salons ? Sur des salons professionnels. Et j'écoute ce qui est en tendance, ce qu'ils recherchent et tout. Et donc,
on essaye à deux de faire évoluer le prototype. Sur les salons, c'est assez marrant, vous faites des rendez-vous avec les éditeurs, en fait vous passez le rendez-vous à jouer. Exactement. On fait une partie entière ou une toute petite partie, parce que Roberto crée au moins une vingtaine de jeux par an, donc des fois on a plusieurs prototypes à montrer, donc il faut être assez concis et rapide, parce qu'ils voient énormément de gens. Il y a beaucoup de concurrence maintenant. Vous vous ennuyez jamais, j'imagine que vos amis doivent adorer passer des soirées jeux avec vous. Tout à fait, nos deux filles ont été les premières testeuses, et nos amis aussi nous aident à peaufiner un petit peu la maquette. Bon, on a encore plein de jeux à voir avec vous, notamment celui-ci qui a gagné un prix en 2015, un prix hyper prestigieux, on vous en dira plus. Et puis on a toujours notre jeu vidéo hybride, mystère, dont on vous parlera tout à l'heure. En attendant, moi je vais essayer de dégommer votre pion, Roberto. Allez, pouf, mais 3 d'un coup. Bonne partie, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. On passe maintenant à notre volet emploi. Ils font partie des secteurs durement touchés par la crise. Les restaurateurs sont en France au bord du gouffre. Soirée spéciale demain soir sur nos antennes régionales de France 3 avec la diffusion d'un documentaire Restaurateur, le virus et dans les comptes à partir de 23h10. En attendant, nous pouvons tous les aider. Voyez notre idée du jour. On mange quoi ce soir? Et si on allait se chercher un plat au resto pour les aider? Avec ce second confinement, les restaurateurs sont très durement touchés. Chaque semaine confinée se traduit par 80 millions de repas non servis et 1 milliard d'euros de recettes perdues. La profession est au bord du désespoir. 65,8% des restaurateurs craignent de mettre la clé sous la porte. Entre 100 000 et 130 000 personnes pourraient perdre leur emploi. Face à cette situation inédite, les 160 000 restaurants présents en France sont aujourd'hui contraints de se réinventer pour survivre. Pour rester attractive, la restauration redouble d'imagination. Plats préparés et à finir de cuire chez soi, panier repas à venir chercher sur place, la solution passe par la vente à emporter ou la livraison. Ce qui impose généralement de s'adapter aux applications de livraison et aussi de digitaliser son offre. Bref, Internet est devenu incontournable. Pour être solidaire, et si on allait au resto chez nous ? Et vous le savez, l'emploi est une de nos priorités cette saison. Découvrez ce matin le portrait de Tiffaine. Elle est conductrice de travaux. Ils sont combien aujourd'hui sur le plateau à travailler en faux plafond? 3. Ok. Je m'appelle Tiffaine Laélec, je suis ingénieure travaux principale. À la base, je suis sous-officier dans l'armée de l'air, dans la défense anti-aérienne. Je me suis dit que j'allais changer de branche. Ce qui m'intéressait, en fait, c'était de voir les choses se faire. Et il n'y a rien de plus vrai que le bâtiment, puisque tous les jours, on met une pierre à l'édifice, quoi. J'ai toujours aimé diriger, que ce soit au sein de l'armée ou aujourd'hui, depuis 12 ans, dans la construction. Aujourd'hui, on a notre sous-traitant qui travaille sur le plateau. Il est censé finir le blanchiment des plafonds le 6 octobre. On a une première partie qui consiste à préparer le chantier, à désigner ses sous-traitants, à désigner les moyens matériels, humains, etc. Et après, on a la deuxième partie, faire en sorte que les tâches qui sont prévues soient réalisées, que le béton soit là le jour prévu, qu'il y ait les aciers, qu'il y ait les poutres, et que le tout se fasse dans le respect du planning surtout. Et de façon qualitative aussi, c'est encore mieux. Ici, c'est pas mal. Le peintre a fait toutes ses reprises ? Oui. D'accord. Ça a été repris, mais il aurait pu faire ça mieux, hein. On voit que la peinture, elle a été sur la plainte de carrelage, donc ça va reprendre. Je pense qu'il faut avoir un petit côté diplomate, on peut dire, puisqu'il faut savoir jongler, on va dire, avec les sous-traitants, mais il faut aussi avoir un petit côté intransigeant. Parce qu'à un moment donné, il faut de la fermeté pour que les choses se fassent. Là, c'est bien, mais là, c'est en creux. Là, c'est pas terrible. Et est-ce qu'on a une solution de reprise pour ça? Je suis connue pour rien lâcher. Ils se disent peut-être que c'est la casse-pied de service avec son planning. Ouais. Du moment qu'il est respecté, ça me gêne pas. Et du coup, là, ils attaquent quand les puisards? Aujourd'hui? Pour une durée de combien de jours? Une bonne semaine. Bonne semaine. En espérant qu'on n'ait pas d'intempéries. Ok, on va aller voir la voie pompier? Le nombre de choses qui couaquent sur un chantier est énorme. On se dit tous les jours qu'on ne voit pas le bout du tunnel, mais si, il y a la petite lumière au bout malgré tout. Le jour de l'inauguration, on est plus que content. On est très fiers de nous en général. Ouais. On peut dire que je suis un peu le chef d'orchestre de la partie gros œuvre.
Et pour celles et ceux qui souhaitent devenir conducteurs ou conductrices de travaux, vous saurez tout grâce à Muriel Devague. Bonjour Muriel. Bonjour. Vous êtes conseillère Pôle emploi à Quimper. Alors le métier est un rouage essentiel de tout chantier. Quelles sont les grandes missions du conducteur de travaux ? Eh bien, écoutez, j'ai envie de reprendre l'expression utilisée par Tiffaine dans le reportage qui dit que le conducteur de travaux, c'est avant tout un chef d'orchestre. C'est un acteur essentiel dans le bon déroulement du chantier. Il va organiser le chantier de A à Z. Alors, il part bien évidemment d'un cahier des charges qui va être établi avec le client final. Il va organiser le chantier en termes de budget, de moyens humains, de sous-traitants. Il va coordonner toutes ces prestations. Il va manager ses chefs de travaux. Bien sûr, il y a le suivi régulier avec les clients. Il va également contrôler les prestations. On a bien vu dans le reportage, la qualité des prestations est essentielle pour la satisfaction du client. Et quelles sont les formations qui existent pour exercer ce métier ? Alors, en termes de formation, pour ce qui est de la formation initiale, j'ai envie de vous dire qu'il n'y en a pas vraiment. Avant tout, être conducteur de travaux, c'est vraiment avoir une expérience professionnelle réussie. Il y a des bonnes clés d'entrée pour les formations initiales en termes de BTS, du bâtiment, travaux publics. Il y a aussi l'éco-construction. Pour ce qui est de la formation continue, donc la reconversion, il y a toujours la VAE pour valider un titre professionnel. Il y a aussi l'accès par le BTS du secteur de la construction. Et il y a la voie de l'alternance à ne pas oublier. Et est-ce que le secteur recrute en Bretagne, Muriel ? On a beaucoup de chance en Bretagne puisque nous sommes sur un secteur géographique très riche. Aujourd'hui, nous avons 350 offres en cours qui sont diffusées sur notre site pôle emploi.fr. Et quels sont les salaires dans la profession pour finir ? Alors, les salaires pour les débutants, les conducteurs de travaux débutants, on part sur une fourchette entre 1 800 € et 2 000 € bruts par mois. Pour les conducteurs confirmés, on parle de conducteurs confirmés entre 5 et 10 ans, on est plutôt sur une fourchette entre 2 500 et 3 500 € bruts. Merci beaucoup Muriel pour toutes ces infos et à bientôt. Merci, au revoir. Et un dernier conseil, emploi pour la route, c'est toujours le moment délicat que l'on redoute dans un entretien. Quand devez-vous aborder la question du salaire ? Eh bien, écoutez ces quelques astuces signées Arthur Perticose. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, les conseils de chef d'entreprise. Quand devez-vous aborder la question du salaire ? Surtout pas au début de l'entretien. Le recruteur doit d'abord cerner ce que vous valez. Et de votre côté, vous devez obtenir des précisions afin d'évaluer les obligations et les responsabilités que comporte le poste que vous visez. Ensuite, c'est normalement le recruteur qui fait le premier pas. Mais si vous sentez que votre candidature l'intéresse et que l'heure tourne, vous pouvez lancer la discussion. Ce n'est pas déplacé. Vous démontrez au contraire votre motivation et votre pragmatisme, à une condition. Vous avez déjà une idée claire de ce que vous valez, de ce que vous attendez, et vous êtes prêt à négocier votre salaire et vos avantages. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Et voilà pour notre page emploi. Et tout à l'heure, on parlait des vertus des jeux de société. Si on s'intéressait aux vertus de la gentillesse, c'est ce que vous nous proposez ce matin, Yolène. Alors, je vous propose de démarrer par une scène de film qui s'est passée le 26 octobre à Rennes, devant le musée des Beaux-Arts. Vous avez un monsieur qui regarde son portable. Hop, il y a un voleur qui arrive, qui lui chope le portable. Il commence à courir. Donc, course-poursuite. Il y a l'autre qui dit « au voleur !» etc. en hurlant. Il y a un motard qui arrive, qui poursuit à moto le voleur, qui arrive à le choper. Il récupère le mobile. Et là où ils sont vraiment gentils, avec des passants, ils lui font un serment et ils le laissent repartir tout en donnant le mobile aux passants.
Voilà une belle histoire qui prouve que les gens peuvent être gentils. Absolument, parce qu'on parle toujours des trucs sordides. On parle toujours des divorces et jamais des mariages qui marchent bien, des parents qui battent leurs enfants et jamais des gentils parents qui jouent avec leurs enfants à des jeux de société, etc. Et c'est vrai que le malheur fait vendre, on le dit souvent. Et aujourd'hui, la gentillesse est devenue une niaiserie, un truc de perdant, un truc un peu cucu. Et même des icônes comme Nelson Mandela ou Mère Teresa, vous avez toujours des gens qui vont vous dire « Ouais, c'est du marketing, c'est des hypocrites, c'est bien pour leur image, etc. » C'est quand même discutable, il y en a qui prennent la gentillesse quand même. Alors, en fait, ça a été un concept très à la mode pendant des années. Bon, la tradition chrétienne, Jean-Jacques Rousseau qui vous disait que l'homme est bon. Darwin, par exemple, Darwin, c'est intéressant. Darwin a toujours dit, dans la nature, la solidarité, c'est une valeur importante. Ce sont souvent les plus sociaux et les plus sympas qui s'en sortent. Comme par hasard, on a retenu l'autre discours, c'est-à-dire, oui, la loi de la jungle, quand on est dur dans la nature, on s'en sort. Et c'est pas vrai. Les éthologues ont prouvé que chez les fourmis, chez les loups, chez des tas d'animaux, en fait, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est les plus solidaires, ce qui est logique. Vous vous en sortez quand vous avez le sens du groupe. Quand vous vous entretuez comme les humains, vous avez dépensé beaucoup d'énergie, puis les plus valeureux sont morts et vous êtes un peu comme un idiot. Et finalement, l'entraide, en fait, ça permet de vivre et de sauver sa peau. Ça ne se voit pas quand même toujours dans notre société. Alors, malheureusement, c'est le problème. Depuis le 19e, en fait, l'individualisme est devenu très à la mode, les valeurs du travail, le capitalisme a quand même beaucoup aidé là-dessus. L'État-providence ne doit pas être de l'assistanat, il faut être indépendant, il faut être bosseur, il faut y aller, etc. Et du coup, on arrive un peu à un chacun pour soi. Et on en revient quand même malgré tout. Alors, on en revient parce que c'est vrai qu'on se rend compte que le fameux travail, l'indépendance, etc., même aux États-Unis, on sait aujourd'hui que ça devient du surmenage, du burn-out, des dépressions nerveuses, etc. Et du coup, souvent, on est beaucoup dans l'individualisme, on remet les autres en question, on devient un peu paranoïaque, un peu complotiste. En fait, tout ce qu'on voit beaucoup en ce moment. Alors, on ne va pas être trop négatif. Voilà. Il y a quand même beaucoup de choses formidables. Il y a des associations magnifiques, Médecins du Monde, la Croix-Rouge, beaucoup de bénévolat, notamment en France, beaucoup de dons, on le voit avec le Téléthon. Donc il y a quand même beaucoup de gentillesse. Et il y a en ce moment, et ça c'est une bonne nouvelle, depuis une dizaine d'années, un courant de pensée qui réhabilite la gentillesse. D'ailleurs, il y a une journée, le 3 novembre, c'était la journée de la gentillesse. Et surtout, il y a plein d'études de scientifiques, chez les anglo-saxons et chez les japonais, c'est pas très français ça comme sujet d'études, qui prouvent que la gentillesse, c'est bon pour plein de choses. Et que disent ces études Alors, justement ? déjà, c'est bon pour le travail. Dans les entreprises où il y a une vraie atmosphère de gentillesse, il y a moins d'absentéisme, il y a de meilleures performances. C'est bon pour la santé. Les altruistes, ça c'est vraiment prouvé, en général ont moins de problèmes cardiaques, moins de dépression nerveuse. Ils ont de meilleures défenses immunitaires, excellents contre les virus, les Covid et les microbes, donc c'est bon pour la... C'est bon pour rester jeune, ça vaut toutes les crèmes de beauté du monde, parce que, en fait, le stress vieillit, on le sait. Quand vous êtes stressé, vous produisez du cortisol, qui est une hormone du stress qui est très très bonne pour les rides. C'est très mauvais pour la peau. Ça rend plus heureux. Ça aussi, quand vous êtes gentil, ça se sent. En fait, votre cerveau produit plus de ce qu'on appelle les hormones de joie, l'endorphine, la sérotonine et l'ocytocine. Voilà. Et c'est vrai, on l'a tous vu, quand on est sympa, on se sent plus fort, on a une meilleure estime de soi, on est plus énergique, etc. C'est contagieur. Ça aussi, c'est bien. Quand vous voyez des gens gentils, vous avez un peu envie d'être gentil aussi. Donc, un gentil fait parfois 10 gentils. Ce serait une des clés du succès. Alors là, je ne vais pas être méchante et baver dans la... Mais bon, vous avez quand même beaucoup d'ordures qui réussissent. Mais quand même, les études montrent que les gens gentils sont des meneurs d'hommes et que souvent, on a envie de les suivre. Bref, ça serait une des clés du succès. Et il y a même une étude de Barclay qui dit que les gentils inspirent, sont des meneurs, et que en ce moment, la gentillesse serait une solution pour se sortir de notre crise. Faites passer le message, s'il vous plaît. La gentillesse, une philosophie de vie, Vianney. Ouais, probablement, ça a l'air en tout cas. Merci pour cette Vous donnez envie, Christophe, c'est bon, vous êtes convaincu par ce que vient de dire Vianney. Il y a des beaux exemples, l'abbé Pierre, Gandhi, Mère Teresa. Voilà. Soyons qui ne sont tous pas des hypocrites, qui sont des gens gentils. Faites passer chez vous aussi. Et allez, on file maintenant retrouver Evan. Evan, est-ce que toi tu joues la carte de la gentillesse dans tes jeux de stratégie ? Ah bah bien sûr, il faut être gentil pour mieux appâter son adversaire. En tout cas, ici chez Roberto, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Voilà ce qu'on trouve dans les tiroirs d'un créateur de jeux de société. C'est vraiment génial. Alors on va continuer à évoluer dans ce super univers hyper fun. Florence, vous êtes, je le rappelle, la femme de Roberto. Présentez-nous ce jeu.
avec la fameuse araignée dont on parlait tout à l'heure, qui vous a valu un prix mondial. Oui, donc c'est l'histoire de petites fourmis qui doivent traverser donc la forêt sans se faire atteindre par les araignées qui peuvent... Ah oui, alors c'est l'autre. Ah oui. Voilà, qui peuvent se faire attraper. Voilà. Elles sont attrapées, elles ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Voilà, donc et ça, il faut s'échapper. Prix mondial en 2015 quand même. Prix mondial en 2015, qui est une grosse reconnaissance pour un auteur. Un peu comme le Goncourt. Un peu comme le Goncourt, exactement. Ça a eu le prix du meilleur jeu pour enfants de l'année en Allemagne, qui est très reconnu. Surtout en Allemagne, mais aussi dans le milieu du jeu. C'est la classe. Bon, allez, je reviendrai jouer après à ça. Je sens que j'ai passé la journée ici. Roberto, on parlait tout à l'heure du processus de création des jeux. Quand vous êtes allé démarcher avec votre histoire une société d'édition, comme pour un livre, vous travaillez ensuite avec des illustrateurs. Et donc ici, on a mis... c'est le même jeu, ces 3 boîtes-là, mais vendues dans différents pays. Expliquez-nous un petit peu l'approche. En fait, ça, c'est la version française, européenne et qui est vendue aussi aux États-Unis. Donc on voit des graphismes particuliers. Ça, c'est une édition polonaise qui est liée à une licence d'une bande dessinée un peu comme l'équivalent de l'Astérix polonais, Via Pradmas Mlalkov. Vous le dites bien. Et ça, c'est une édition indienne. Donc le nom est en fonction. Sundarban, c'est une région du delta du Gange. Donc voilà, en fait, c'est des versions adaptées. C'est un jeu assez connu, hein, c'est les Dragons du Mékong. Ça, c'est mon premier jeu publié. Et donc en 2000, il a été réillustré par un illustrateur très connu qui s'appelle Pierrot, donc dans cette version-là. Et l'illustration a de plus en plus d'importance, surtout en France. On n'a jamais eu une qualité d'illustration aussi importante qu'en ce moment. Il y a des choses vraiment magnifiques. Et par exemple, celui-ci aussi, Prince Jing, l'illustrateur, c'est Nayad. Comment est-ce qu'un auteur de jeu est rémunéré ? Un auteur de jeu, il est rémunéré en droit d'auteur, en royalties. Donc c'est un pourcentage qui est basé sur les ventes, tout simplement. Donc ça peut aller de 70 centimes à 1 euro. Oui, c'est pas donc énorme. C'est pas énorme. Bon, mais quand on en vend 200 000, déjà, c'est déjà plus intéressant. Alors, je vous en parlais depuis tout à l'heure. Ici, on a un peu le jeu de société hybride, mélange de jeux physiques et jeux virtuels, qui est créé par une entreprise d'Ille-et-Vilaine, à côté de Château-Giron. Ça, c'est un petit peu un jeu du futur. En fait, ce jeu-là s'appelle Crystal Bay. Et c'est un jeu qui est développé par c'est moi qui l'ai créé. Et il y a une start-up rennaise qui s'appelle Wizama qui développe une sorte de concept hybride de console de jeu, hybride jeu vidéo, jeu de plateau, où on a des éléments, des cartes, des dés, des éléments en volume qui sont détectés par la console. Par exemple, ici, si je touche le phare, et en fait, le faisceau du phare va tourner et il va révéler des cristaux qui sont au fond de l'eau. Donc du coup, on doit les mémoriser et ensuite déplacer son bateau pour aller les prendre. Et ensuite, ça donne envie, en tout cas. On va le voir, attendez, c'est juste après. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. Non, on ne pourra plus montrer. C'est ça. C'est pas grave, ça donne envie comme ça aux gens de se renseigner. En tout cas, merci beaucoup. J'ai l'impression que le jeu, c'est vraiment encore mieux que la fontaine de Jouvence, tellement que moi, je vais passer la journée avec vous à jouer à des jeux. Mais vu que c'est bientôt Noël, j'ai envie de jouer au coin du feu. J'ai amené ma petite cheminée portative, voilà. Et on se fait une petite partie, peut-être. Allez, on est parti. Allez, attention, ça brûle, hein, ça chauffe. Allez, à demain. À demain, nous oublie pas, hein, on t'attend pour une émission. Hein. Merci à tous d'avoir été avec nous. Ensemble, c'est mieux, c'est déjà fini. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne.